La nuit d'hiver médiévale s'étend, épaisse et glaciale, sur une ville d'Angleterre au milieu du XIVe siècle. Dehors, le gel mord la terre durcie, le vent siffle entre les bâtiments serrés, et l'obscurité totale règne depuis des heures. Il est 3 heures du matin. Dans une ruelle étroite, une lueur orangée filtre à travers les volets d'une bâtisse de pierre. À l'intérieur, un jeune apprenti se tient devant un four massif qui domine la pièce comme une bête endormie mais brûlante. La chaleur qui s'en dégage est féroce. Le four atteint facilement 260 degrés Celsius à sa surface. Le visage du jeune homme est rouge et luisant de sueur d'un côté, tourné vers l'ouverture du four, tandis que l'autre côté ressent les courants d'air glacé qui s'infiltrent par les fentes des murs. Ses mains tremblent de fatigue après des heures de pétrissage brutal et de ce contraste permanent entre chaleur extrême et froid mordant. Voilà le paradoxe quotidien du boulanger médiéval. Transpirer abondamment tandis que le monde extérieur est pris dans les griffes du gel. Dans cette vidéo, vous allez découvrir pourquoi travailler près du four en hiver constituait une épreuve bien plus terrible que notre imaginaire moderne ne le suggère. Nous allons révéler comment les extrêmes de température transformaient le travail du boulanger en torture physique permanente. Vous allez apprendre comment les nuits interminables de l'hiver médiéval forçaient ces artisans à accomplir leur labeur dans l'obscurité quasi totale. Nous explorerons les crises sanitaires cachées, les brûlures répétées, les maladies respiratoires chroniques, la privation de sommeil qui rongeait leur santé. Ensuite, nous examinerons comment les monopoles féodaux sur les fours communaux et les réglementations royales strictes piégeaient ces travailleurs essentiels dans des conditions brutales. Pourquoi cette profession respectée était-elle parmi les plus punies? Ce que vous allez découvrir pourrait transformer votre vision du Moyen Âge, cette période que nous romantisons lorsque nous pensons aux artisans traditionnels et au pain chaud sortant du four. Le pain était le pilier de la société médiévale, l'aliment de base dont dépendait la survie de toutes les classes sociales. Les boulangers qui produisaient cet aliment fondamental occupaient une position centrale et indispensable. Pourtant, derrière l'image réconfortante du pain frais se cachait une réalité autrement plus sombre. Les chroniques d'époque, les découvertes archéologiques, les registres des guildes et les traités médicaux nous livrent un témoignage édifiant. Dans les pages qui suivent, nous allons entreprendre un voyage à travers une nuit d'hiver typique dans une boulangerie médiévale. Nous nous appuierons sur des preuves historiques rigoureuses pour reconstituer ce que vivaient ces hommes et ces femmes. Préparez-vous à abandonner vos idées préconçues sur les métiers médiévaux. Commençons par comprendre pourquoi les boulangers ne pouvaient cesser de travailler, même quand l'hiver rendait leurs conditions insupportables. Le pain constituait l'aliment central de l'alimentation médiévale. Il ne s'agissait pas d'un accompagnement, mais du fondement même de la survie quotidienne. Les historiens estiment que le pain représentait entre 50 et 70% de l'apport calorique d'un paysan médiéval moyen. Sans accès régulier au pain, les gens mouraient de faim. Voilà la réalité brutale qui sous-tendait la profession boulangère. La société entière reposait sur leur capacité à produire suffisamment de pain chaque jour, quelle que soit la saison. Cette dépendance universelle créait une hiérarchie sociale visible à travers les différentes qualités de pain. Au sommet, la noblesse et les riches marchands consommaient du pain blanc fait de farine, de froment, soigneusement tamisé. Le pain de main, considéré comme le meilleur pain, nécessitait que la farine soit passée au tamis 2 ou 3 fois pour éliminer toute trace de son. Le wastel utilisait une farine si fine que le pain ressemblait davantage à un gâteau. Ces pains blancs étaient extrêmement coûteux. En descendant l'échelle sociale, on trouvait le masselin, fabriqué à partir d'un mélange de froment et de seigle.
Ce pain formait l'ordinaire de la plupart des gens. Les plus pauvres consommaient du pain de seigle pur, encore plus sombre, ou du pain d'orge. Au bas de cette hiérarchie se trouvait le horse bread, le pain de cheval, un mélange de légumineuses séchées, de son et de gland. Les chroniques nous disent que ce pain était consommé par les très pauvres même en temps d'abondance. Les boulangers devaient donc produire toute cette gamme de pains pour servir l'ensemble de leur communauté. La complexité de cette production exigeait une expertise considérable et un travail incessant. Regardons maintenant leur position sociale ambivalente. D'un côté, ils appartenaient à une profession respectée. Les guildes de boulangers comptaient parmi les premières organisations corporatives urbaines. À Londres, la fraternité des boulangers émergea dès 1155, preuve de la centralité de ce métier. Les boulangers bénéficiaient généralement d'une bonne réputation dans leur communauté. Mais cette respectabilité s'accompagnait d'une vulnérabilité extrême. Les boulangers étaient complètement assujettis à des réglementations strictes, à des inspections inopinées et à des châtiments d'une dureté effroyable. Les autorités royales et municipales contrôlaient chaque aspect de leur production, le prix, le poids, la qualité du pain. Ces contrôles limitaient sévèrement les marges bénéficiaires. Durant les famines ou les pénuries, la monarchie forçait parfois les boulangers à vendre en dessous du prix du marché, voire confisquait leur pain. Les boulangers ne pouvaient simplement fermer boutique quelques jours pour se reposer, ni prendre des vacances saisonnières. Le pain devait être produit chaque jour, sans exception. Précisément durant l'hiver, la demande de pain ne diminuait pas. Au contraire, les besoins caloriques augmentaient avec le froid. Les corps médiévaux, souffrant dans des maisons mal isolées, brûlaient plus d'énergie pour maintenir leur chaleur corporelle. Le pain fournissait ces calories essentielles. Les boulangers étaient piégés par leur propre indispensabilité. Dans un instant, nous allons découvrir le paradoxe brutal de la température qui transformait chaque nuit de travail en épreuve contradictoire. Penchons-nous sur la particularité la plus frappante du travail hivernal. Le fait de souffrir simultanément d'une chaleur extrême et d'un froid glacial. Pour comprendre ce paradoxe, nous devons d'abord saisir ce qu'était réellement l'hiver médiéval. Le XIVe siècle marque le début de ce que les climatologues appellent le petit âge glaciaire, une période de refroidissement qui s'étendit jusqu'au début du XIXe siècle. Les hivers devinrent plus longs, plus rigoureux, plus imprévisibles. Avant cette période, l'Europe avait connu l'optimum climatique médiéval, approximativement de 900 à 1300, durant lequel les températures étaient relativement douces. Mais même alors, les hivers nordiques restaient rudes. Les maisons médiévales offraient une isolation dérisoire. Construites en bois, en torchis ou en pierre mal jointée, elles laissaient passer des courants d'air constants. Le froid s'infiltrait partout. C'est dans ce contexte que les boulangers travaillaient devant leurs fours massifs. Les fouilles archéologiques à York nous ont révélé des fours datant du XIIe siècle. Des structures hémisphériques non ventilées avec une seule ouverture. Les Romains avaient perfectionné l'utilisation de fours en briques et pierres, appelés fornax, chauffés par combustion de bois. Les boulangers médiévaux héritèrent de cette technologie. Les températures de ces fours étaient infernales. Pour cuire le pain correctement, la surface devait atteindre entre 260 et 288 degrés Celsius. Le processus de chauffage initial pouvait porter le four jusqu'à 400 degrés. On brûlait un feu intense directement à l'intérieur pendant 1 heure et demie à 2 heures, jusqu'à ce que les parois deviennent blanches de chaleur. Les boulangers utilisaient un four tombant. Après avoir retiré les braises, la température décroissait progressivement, et c'est sur cette chaleur résiduelle que le pain cuisait. Cette masse thermique était si importante que le four restait chaud durant des heures. Cette capacité à retenir la chaleur
constituait un avantage durant l'hiver, mais pas pour le boulanger. Les sources indiquent que la fonction principale du four en pierre était de chauffer la pièce, et qu'il était surtout utilisé en hiver pour cette raison. Mais pour les boulangers, cette chaleur n'était nullement un réconfort. C'était un danger professionnel constant. Ils devaient travailler directement devant l'ouverture, à courte distance des flammes. La chaleur radiante était d'une intensité presque insoutenable. Représentez-vous maintenant l'expérience physique concrète. Le boulanger se tient devant le four ouvert. Un côté de son corps est littéralement rôti par la chaleur radiante. La peau rougit, la sueur ruisselle malgré le fait qu'à quelques mètres, l'air ambiant est glacé. L'autre côté ressent les courants d'air froid. Le boulanger doit constamment se déplacer entre ces zones pour accomplir différentes tâches. Son corps ne sait plus réguler sa température. La déshydratation le guette, mais personne à l'époque ne comprend l'importance de boire régulièrement durant un effort physique intense. Parfois, la chaleur devient tellement insupportable qu'il doit sortir dehors. Le choc du froid hivernal le saisit. Ses vêtements sont trempés de sueur. L'air glacé sur sa peau humide provoque un frisson violent. Quelques minutes de répit, puis il doit retourner à l'intérieur. Ce cycle se répète encore et encore, nuit après nuit. Il existe un détail crucial qui aggravait cette situation: la sensibilité de la pâte aux variations de température. Les chroniques de boulanger nous apprennent que lorsqu'on transportait la pâte, il fallait la couvrir d'une épaisse étoffe. Pourquoi? Parce que l'air froid arrêtait sa levée. Il stoppait le processus de fermentation. Le boulanger devait donc maintenir un environnement suffisamment chaud pour permettre à la pâte de lever. Cela signifiait rester dans les zones les plus chaudes, près du four, même quand la chaleur devenait insupportable. La pâte le clouait à son poste, devant cet enfer de chaleur, tandis que dehors, le gel mordait la terre. Voilà le paradoxe dans toute sa cruauté. Transpirer abondamment, souffrir de la chaleur, tout en sachant qu'à quelques pas règne un froid glacial. Ni vraiment au chaud, ni vraiment au froid, mais piégé dans un entre-deux épuisant. Mais les extrêmes de température n'étaient qu'un aspect du calvaire hivernal. Comment les boulangers parvenaient-ils à accomplir leur travail lorsque les nuits s'étendaient interminablement et que l'obscurité régnait durant la majeure partie de leurs heures de production? Explorons maintenant l'extension dramatique de l'obscurité et ses conséquences. Pour comprendre cela, nous devons nous familiariser avec la conception médiévale du temps, radicalement différente de notre système d'heures fixes. Au Moyen Âge, le temps était mesuré selon un système d'heures variables basé sur la lumière du jour. Le lever du soleil marquait la première heure, midi la fin de la 6e, et le coucher du soleil la fin de la 12e. La nuit suivait le même principe avec ses propres 12 heures. Or, ce système avait une conséquence remarquable. La longueur réelle d'une heure variait selon la saison. En été, une heure diurne durait beaucoup plus longtemps qu'une heure nocturne. En hiver, c'était l'inverse. Les chiffres sont stupéfiants. À Londres, le jour de Noël, une heure diurne ne durait qu'environ 40 minutes selon notre mesure moderne, tandis qu'une heure nocturne s'étirait sur 80 minutes. À Oslo, on ne comptait qu'environ 6 heures de lumière solaire au solstice d'hiver. Ces variations structuraient profondément la vie quotidienne. Les activités se concentraient entre le lever et le coucher du soleil. Après la tombée de la nuit, il devenait extrêmement difficile de mesurer précisément le temps. On ne disposait d'aucun moyen fiable pour dire l'heure dans l'obscurité hivernale. Imaginez les implications pour un boulanger. Le pain devait être prêt pour le petit déjeuner. En été, avec l'aube arrivant tôt, cela restait gérable. En plein hiver, c'était une toute autre histoire. L'aube ne pointait qu'extrêmement tard. Si le boulanger voulait avoir du pain frais prêt,
Il devait commencer son travail vers 3 ou 4 heures du matin, en pleine nuit noire. Rassembler le bois, préparer le feu, mélanger la pâte. Toutes ces tâches s'accomplissaient dans une obscurité totale. La seule source de lumière provenait du feu du four, qui créait une lueur dansante et des ombres mouvantes, trompeuses. Certains boulangers utilisaient des chandelles, mais les sources notent explicitement que travailler à la lueur des chandelles signifiait une qualité médiocre. Pour les autres métiers, le travail de nuit était généralement prohibé pour cette raison. Mais les boulangers n'avaient pas le choix. Ajoutons le phénomène du sommeil biphasique pratiqué par les gens médiévaux. Contrairement à notre modèle moderne, les médiévaux suivaient un pattern de 2 sommeils. Ils se couchaient peu après le crépuscule, se réveillaient vers minuit pour une période d'activité, puis retournaient dormir jusqu'à l'aube. Mais pour les boulangers, ce pattern était complètement perturbé. Ils devaient travailler à travers les 2 périodes de sommeil. S'ils dormaient dans la boulangerie, ce qui était fréquent, leur repos était constamment interrompu. Les conséquences de cette privation chronique étaient dévastatrices. Les textes médicaux médiévaux reconnaissaient déjà l'existence de problèmes liés au sommeil. La recherche moderne nous a appris que la privation chronique affecte gravement la santé physique, les fonctions cognitives et l'humeur. Elle accroît le risque d'accident en altérant les temps de réaction. Pour un boulanger travaillant avec le feu et des équipements brûlants, cet épuisement représentait un danger mortel. Manipuler une lourde pelle chargée de pain, l'introduire avec précision dans un four à plusieurs centaines de degrés, toutes ces actions exigeaient une coordination fine. Un moment d'inattention pouvait résulter en une brûlure grave, voire fatale. L'hiver multipliait tous ces problèmes. Les nuits plus longues signifiaient davantage d'heures passées à travailler dans l'obscurité. La demande de pain restait identique, mais elle devait être satisfaite dans une fenêtre de lumière considérablement réduite. Davantage de préparation devait s'effectuer avant l'aube, dans la pénombre du feu. Davantage d'heures s'accumulaient, durant lesquelles les accidents devenaient probables à cause de la mauvaise visibilité. Et ce cycle se répétait chaque jour tout au long des mois d'hiver. Aucun répit, aucune pause, aucune possibilité de rattraper le sommeil perdu. Travailler dans l'obscurité avec un repos inadéquat était déjà épuisant, mais le labeur physique lui-même constituait une épreuve punitive que nous devons maintenant examiner. Tournons-nous vers la brutalité pure du travail physique. Lorsque nous imaginons un boulanger médiéval, nous pensons peut-être à quelqu'un glissant simplement des pains dans un four. La réalité impliquait une chaîne de production complète, dont chaque étape réclamait un effort physique considérable. Le boulanger devait parfois procéder au blutage, la séparation du son et de la farine à l'aide de tamis. Ensuite venait le mélange de la farine avec l'eau et le levain. Et puis arrivait l'étape la plus brutale, le pétrissage. Les recettes médiévales spécifient qu'il fallait pétrir pendant au moins 20 minutes par fournée. 20 minutes ne semblent peut-être pas énormes, mais quiconque a déjà pétri de la pâte à la main sait à quel point ce travail sollicite les bras, les épaules, le dos. Une recette polonaise nous révèle quelque chose de fascinant et terrifiant. Elle recommande de frapper vigoureusement la pâte avec un bâton ou un long rouleau. Frapper la pâte. L'objectif était de briser le gluten, de développer la structure du pain. Un minimum de 10 minutes par fournée était nécessaire. Et un boulanger produisait plusieurs fournées par jour. Multipliez ces 10 à 20 minutes par le nombre de fournées, et vous obtenez des heures de labeur physique épuisant. Les Romains de l'Antiquité avaient reconnu la dureté de ce travail. Ils employaient des esclaves spécifiquement pour le pétrissage. Les premiers mélangeurs mécaniques furent inventés en France en 1760 précisément pour éliminer ce labeur éreintant. Mais au Moyen Âge, aucune machine n'existait. Tout se faisait à la force des bras.
Les données modernes concernant les boulangers contemporains nous offrent un aperçu des conséquences. Aujourd'hui, malgré les équipements modernes, les boulangers rapportent des douleurs dorsales, des muscles endoloris, des douleurs aux poignets. Si les boulangers modernes souffrent encore ainsi, imaginez les conditions médiévales. Le pétrissage n'était qu'une partie du fardeau. Après venait le façonnage de chaque pain individuellement. Puis il fallait utiliser de longues pelles pour placer les pains dans le four, lourdes et difficiles à manier. Le boulanger devait tendre les bras vers la chaleur intense pour positionner correctement chaque pain. Un mauvais placement signifiait une cuisson inégale, ce qui pouvait entraîner des sanctions. Récupérer les pains cuits nécessitait la même opération en sens inverse, avec le risque supplémentaire que les pains étaient brûlants. Entre-temps, le boulanger portait des charges lourdes, sacs de farine, seaux d'eau, bois de chauffage. Il restait debout en permanence sur des sols de pierre durs et froids. Aucun design ergonomique n'existait. Aucune pause réglementée ne permettait au corps de récupérer. À tout cela s'ajoutait l'impact direct de la chaleur extrême. Travailler dans une chaleur intense provoque une sudation constante. Le corps perd de l'eau à un rythme alarmant. La déshydratation menace, mais personne au Moyen Âge ne comprenait l'importance de boire régulièrement. Les études modernes sur le stress thermique identifient les vertiges, la fatigue extrême et l'altération du jugement comme symptômes. Les boulangers médiévaux subissaient tout cela sans équipement de protection, sans système de refroidissement, sans surveillance médicale. Le caractère cumulatif de ces agressions était peut-être le pire. Il ne s'agissait pas d'une seule nuit difficile, mais de chaque nuit tout au long de l'hiver. Il ne s'agissait pas d'un seul hiver, mais de toutes les années d'apprentissage, entre 2 et 7 ans. Puis venaient les années en tant que compagnon, puis potentiellement maître. Des décennies de ce labeur épuisant, sans répit. Les corps se détérioraient progressivement. Les muscles développaient des lésions permanentes. Les articulations s'usaient. Le dos se courbait sous le poids des années de charges lourdes. Et il n'existait aucune indemnisation, aucun système de retraite. On travaillait jusqu'à ce que le corps devienne incapable de continuer, puis on basculait dans la pauvreté. Au-delà de l'épuisement physique immédiat, les boulangers faisaient face à des crises sanitaires à long terme qui rongeaient silencieusement leur santé. Explorons maintenant ces dangers cachés. Penchons-nous sur les atteintes à la santé qui guettaient les boulangers, des dangers moins visibles que la fatigue physique, mais tout aussi dévastateurs. Commençons par l'évidence. Les brûlures. Travailler constamment autour de surfaces chauffées à 260 degrés garantissait pratiquement des brûlures régulières. Les pelles à long manche aidaient, mais n'éliminaient pas le risque. Le boulanger devait régulièrement tendre les bras à l'intérieur du four pour ajuster la position des pains. Les sources révèlent un détail significatif. Les fours étaient incomplètement nettoyés entre les feux successifs. Des résidus s'accumulaient et le dessous des pains noircissait. Les riches jetaient ces fonds noircis, tandis que les membres moins bien lotis des maisonnées les consommaient. Mais cette négligence créait des surfaces irrégulières à l'intérieur du four, augmentant le risque de contact accidentel avec les parois brûlantes. Une seconde d'inattention, un mouvement maladroit causé par la fatigue, et la peau entrait en contact avec la pierre brûlante. Les traitements médiévaux pour les brûlures étaient rudimentaires. On appliquait des onguents à base de plantes dont l'efficacité était douteuse. Les brûlures graves s'infectaient fréquemment, pouvant mener à la gangrène et à la mort. Les brûlures répétées laissaient des cicatrices permanentes. Les mains et les avant-bras des boulangers portaient les marques indélébiles de leurs années de labeur. Mais venons-en maintenant à une crise moins visible, plus insidieuse, qui ravageait silencieusement les poumons. L'asthme du boulanger,
ou le poumon du boulanger. Nous possédons une source historique capitale. Au début du XVIIIe siècle, le médecin italien Bernardino Ramazzini décrivit pour la première fois les maladies respiratoires professionnelles des boulangers dans son ouvrage révolutionnaire De Morbis Artificum Diatriba, un traité sur les maladies des travailleurs. Ramazzini observa que les boulangers souffraient communément de symptômes respiratoires qu'il attribua à l'exposition à la poussière de farine. Ce fut la première description médicale formelle du problème. Mais le problème lui-même était reconnu depuis bien plus longtemps. Les sources antiques révèlent que les travailleurs dans les boulangeries de la Rome antique étaient conscients du danger respiratoire lié à la poussière de farine. Pour les boulangers médiévaux, nous ne trouvons aucune mention d'équipement de protection. Ils respiraient la poussière de farine jour après jour, année après année, sans aucune barrière. Que savons-nous aujourd'hui? La poussière de farine est classifiée comme une substance dangereuse et un sensibilisateur respiratoire. Elle provoque une rhinite allergique, un écoulement nasal chronique, des éternuements constants. Elle cause une conjonctivite, des démangeaisons et des irritations oculaires. Et surtout, elle déclenche de l'asthme professionnel. L'exposition à long terme mène à une inflammation chronique des voies respiratoires. Avec le temps, cela peut évoluer vers une maladie pulmonaire interstitielle, une condition débilitante où le tissu pulmonaire se détériore. Les études modernes nous apprennent que ces problèmes peuvent se développer sur une période de 30 ans. Aujourd'hui, l'asthme du boulanger représente plus de 20% des cas d'asthme professionnel, donnant lieu à compensation. C'est l'une des maladies respiratoires professionnelles les plus fréquemment rapportées. Or, pourquoi l'hiver aggravait-il ce problème? Réfléchissons aux conditions hivernales. Pour se protéger du froid extérieur, on fermait hermétiquement les espaces. La ventilation était réduite au minimum pour conserver la chaleur du four. Les boulangers passaient davantage de temps à l'intérieur. La poussière de farine se concentrait dans cet air confiné et surchauffé. Chaque mouvement soulevait des nuages de particules qui flottaient dans l'air stagnant. Le boulanger, s'épuisant dans son labeur, respirait lourdement, profondément. À chaque inspiration, il inhalait davantage de poussière. Les symptômes s'installaient, toux persistante, éternuement, yeux qui piquent et larmoient, gorge irritée. Ces symptômes devenaient chroniques durant les mois d'hiver, s'accumulant année après année, détériorant progressivement la fonction pulmonaire. D'autres risques sanitaires hivernaux s'ajoutaient. Les extrêmes constants de température mettaient le système immunitaire sous stress. Les vêtements trempés de sueur, quand le boulanger sortait dans le froid, créaient un risque élevé de pneumonie. La nutrition inadéquate aggravait les choses. Il n'existait aucun concept de santé professionnelle. Un boulanger malade devait continuer à travailler ou perdre son revenu. La faiblesse n'était pas tolérée. Le déclin s'opérait sur le long terme. La capacité pulmonaire diminuait progressivement. La respiration devenait plus difficile. La toux chronique ne partait jamais. La douleur due aux lésions musculaires s'installait de manière permanente. Les brûlures s'accumulaient en défiguration visible. La mort précoce était commune parmi les travailleurs manuels. Aucun système de retraite n'existait. On travaillait jusqu'à la mort ou jusqu'à l'incapacité physique complète qui menait à l'indigence. Tandis que leur corps se détériorait, les boulangers affrontaient également des menaces constantes contre leur gagne-pain. Tournons-nous maintenant vers l'étau réglementaire qui les emprisonnait. Il est temps d'examiner le système de contrôle juridique qui tenaillait les boulangers, un système si strict qu'il transformait chaque journée en épreuve d'anxiété constante. Au cœur se trouvait un texte législatif révolutionnaire et oppressif, l'ordonnance sur le pain et la bière de 1266 ou 1267. Le roi Henri III raviva un ancien statut et lui donna une nouvelle force. Cette ordonnance constituait la première loi de l'histoire britannique
a réglementé la production et la vente alimentaire. Son caractère révolutionnaire et sa sévérité marquèrent profondément la profession pour les siècles à venir. Le principe central était simple mais écrasant. Elle déterminait le prix du pain en relation directe avec le prix du froment. Elle fixait la taille et le poids du pain indépendamment du coût du grain. À mesure que le prix du blé augmentait, la taille du pain vendu pour un prix donné devait diminuer proportionnellement. Le boulanger ne pouvait augmenter le prix, c'était le poids du pain qui variait. Des tables extensives furent établies. Les boulangers étaient contraints de vendre un pain pour un penny et la quantité obtenue pour ce penny était ajustée annuellement. Au début, ce système rendait pratiquement impossible de dégager un profit. Plus tard, grâce au lobbying de la Compagnie des boulangers, la formule fut amendée. On ajouta dans le calcul des éléments supplémentaires, le bois de chauffage, le sel, et même, de manière remarquable, la femme du boulanger, sa maison et son chien. Ces éléments furent reconnus comme des coûts légitimes. Une première forme de subvention fut instaurée. 12 pennies pour 8 boisseaux de froment transformés en pain. Mais malgré ces ajustements, les marges demeuraient extrêmement limitées. Ce cadre s'accompagnait d'un régime d'inspection implacable. Les maîtres de guilde effectuaient des inspections aléatoires, sans préavis. Elles pouvaient survenir à n'importe quel moment. Les inspecteurs pouvaient confisquer le pain jugé inadéquat, même directement du four. Un pain jugé trop petit était donné à une œuvre de charité. Le boulanger perdait ainsi non seulement le pain, mais aussi tout le revenu. Les autorités surveillaient constamment. Les boulangers n'avaient aucune vie privée professionnelle, aucune autonomie. Pourquoi certains boulangers trichaient-ils? La réponse réside dans le désespoir économique. Les réglementations rendèrent le profit honnête presque impossible, surtout durant les périodes de flambée des prix. Des exemples du XIVe siècle londonien révèlent les stratagèmes désespérés, du pain mélangé avec de la terre ou de la craie pour augmenter le poids. Des barres de fer insérées à l'intérieur des miches. Ces actes n'étaient pas le fait de boulangers immoraux, mais de travailleurs poussés à bout par un système qui rendait la survie honnête presque impossible. Mais les punitions pour ces infractions étaient d'une brutalité stupéfiante. Pour les premières offenses, on imposait des amendes monétaires qui aggravaient la précarité. Pour des infractions répétées, venait la perte du droit d'exercer, la ruine totale. Puis venait le pilori, cet instrument de torture publique où le coupable était enfermé dans une structure de bois, tête et mains immobilisées, exposé au regard et à la moquerie de toute la communauté. Un exemple de 1327 rapporte que des boulangers fautifs furent placés au pilori avec des galettes de pâte attachées autour de leur cou. La foule les raillait, leur lançait de la nourriture pourrie, des excréments. L'humiliation était totale, publique, ineffaçable. Mais il existait un châtiment encore plus dégradant. La claie. Le boulanger condamné était attaché à un traîneau et traîné à travers les rues, le pain frauduleux attaché autour de son cou. Imaginez le spectacle. L'homme ligoté, impuissant, traîné dans la boue et les ordures des rues médiévales, tandis que toute la communauté se massait pour observer sa honte. Enfin, pour les cas les plus sérieux, venait l'emprisonnement dans les geôles médiévales, ces lieux où la maladie et la mort guettaient. De cette terreur réglementaire naquit une pratique culturelle. La douzaine du boulanger. L'origine de l'expression « baker's dozen », 13 au lieu de 12, se trouve probablement dans l'ordonnance. Les boulangers, terrorisés à l'idée de se retrouver en dessous du poids requis, ajoutaient un pain supplémentaire à chaque douzaine pour garantir qu'ils respectaient la loi. Mieux valait donner un pain gratuitement que de faire face au pilori. Le fardeau psychologique était écrasant. Les boulangers vivaient dans la peur constante de l'inspection. Une seule erreur pouvait résulter en une humiliation publique. Malgré le caractère essentiel de leur service,
Malgré le fait qu'ils nourrissaient leur communauté, ils étaient traités avec une sévérité impitoyable. La précarité économique était permanente. Le ressentiment devait être profond. Aucun recours n'existait. L'hiver intensifiait toutes ces pressions. Les mêmes réglementations s'appliquaient en hiver qu'en été, mais l'hiver rendait leur respect bien plus difficile. La qualité de la farine variait davantage par temps froid et humide. Le comportement de la pâte devenait imprévisible. L'épuisement causé par les conditions hivernales menait à davantage d'erreurs. Davantage d'erreurs signifiait davantage de punitions. Un cercle vicieux s'installait. Les réglementations imposées par les autorités royales étaient sévères, mais le système féodal ajoutait encore une couche d'exploitation. Examinons maintenant comment les monopoles seigneuriaux sur les fours piégeaient les boulangers. Regardons de plus près une institution féodale qui incarnait l'exploitation systématique, le four banal. Le terme four banal désignait une institution féodale prévalente en France, bien que des systèmes similaires existassent ailleurs en Europe. Le principe était simple et insidieux. Le seigneur féodal avait le devoir de fournir et le privilège de posséder tous les grands fours situés dans son fief. Ces fours étaient exploités par un fournier. Mais voici l'élément crucial. Les fours personnels étaient généralement interdits par la loi. Les gens ordinaires ne pouvaient légalement posséder leur propre four. Ils étaient juridiquement contraints d'utiliser le four seigneurial. Les lois banales maintenaient la farine et le grain sous le contrôle du supérieur féodal. Le système fonctionnait ainsi. Les paysans étaient forcés de moudre leur grain au moulin du seigneur, moyennant redevance. Puis ils devaient cuire leur pain au four du seigneur, moyennant une autre redevance. Ils payaient tous les frais associés. Aucune alternative n'existait, aucune concurrence, aucun choix. C'était le monopole absolu sur un besoin vital. Les redevances prenaient la forme de paiement en nature, une portion du pain cuit ou en argent. À l'origine, ces frais étaient censés couvrir les coûts de construction et de maintenance. En pratique, ils représentaient typiquement 10 à 20% de la production totale. 10 à 20%. Imaginez perdre un cinquième de tout ce que vous produisez, simplement parce que vous êtes légalement obligé d'utiliser les installations d'un propriétaire monopolistique. De plus, les seigneurs pouvaient augmenter arbitrairement ces charges. Les documents donnent des exemples où la redevance fut augmentée de 7 à 9 sous par utilisation, sans justification. C'était de l'extraction pure de profit. La position des boulangers professionnels était complexe. D'un côté, ils étaient exploités comme tout le monde, ils devaient payer les mêmes redevances. Mais certains boulangers géraient les fours communaux pour le compte du seigneur, ou louaient leur propre four aux nobles. Ils occupaient une position paradoxale, à la fois partie du système d'exploitation et sujet à ce système. Cette ambiguïté ne rendait pas leur situation plus confortable. Ils restaient piégés dans une structure qui extrayait une part considérable de leur production. L'oppression économique était considérable. L'interdiction des fours privés limitait radicalement l'autonomie paysanne. Les fours et moulins banaux symbolisaient l'oppression nobiliaire. Le ressentiment qu'ils généraient était profond et généralisé. Ce ressentiment éclata spectaculairement lors de la jacquerie de 1358, un soulèvement paysan dans le nord de la France. Les rebelles détruisirent plus d'une centaine de châteaux et de manoirs nobles, symbole de leur asservissement. Le système persista néanmoins jusqu'à la Révolution française. Après la Révolution, les conseils de village prirent en charge la gestion des fours. Mais pour les boulangers médiévaux, pendant des siècles, il n'y avait aucune évasion possible. L'hiver n'apportait aucun soulagement. Les redevances féodales ne diminuaient pas durant la saison froide. Les mêmes 10 à 20% étaient prélevés, que ce soit en été ou en hiver. Même lorsque les coûts de production augmentaient,
davantage de bois de chauffage nécessaire pour maintenir la chaleur, conditions rendant la production plus difficile. Le système était indifférent au coût humain. Les seigneurs extrayaient leur part, point final. Piégés par les monopoles féodaux et les réglementations royales, les boulangers évoluaient également au sein d'un système de guildes rigides. Tournons-nous vers cette structure corporative. Explorons le système des guildes structurées selon une hiérarchie en 3 niveaux. Au bas se trouvaient les apprentis, généralement âgés de 10 à 15 ans au début de leur formation, 12 ans étant le plus courant. L'apprentissage durait entre 2 et 7 ans, parfois jusqu'à 14 pour les formations les plus coûteuses. Au milieu se situaient les compagnons, payés à la journée, qui avaient complété leur apprentissage mais n'étaient pas encore maîtres. Au sommet régnaient les maîtres, ceux qui avaient fourni la preuve de leurs compétences en réalisant un chef-d'œuvre, et qui pouvaient établir leur propre atelier. La vie de l'apprenti était une vie de subordination totale. L'apprenti vivait dans la maisonnée du maître. Il recevait nourriture, logement, vêtements, mais aucun salaire. Il lui était interdit de se marier durant l'apprentissage. Il était banni de visiter les auberges. Sa soumission devait être complète. L'apprentissage représentait un investissement familial considérable. Le taux d'abandon était élevé. Beaucoup ne parvenaient pas à compléter leur formation. L'apprenti, durant l'hiver, vivait une expérience particulièrement brutale. Étant le plus jeune, il se voyait confier les pires tâches. Les sources mentionnent que les apprentis s'occupaient d'entretenir le four durant la nuit. C'était l'apprenti qui devait sortir dans le froid glacial pour chercher du bois. C'était lui qui portait les charges les plus lourdes. Le travail le plus dangereux lui incombait. L'apprentissage se faisait par essai et erreur, ce qui signifiait des brûlures, des erreurs sanctionnées, des humiliations. L'apprenti devait endurer ou perdre l'opportunité qui lui avait été offerte. Après 5 à 9 années, le jeune homme ou la jeune femme devenait compagnon. Mais la plupart demeuraient compagnons toute leur vie. Les maîtres étaient peu nombreux. Accéder au statut de maître nécessitait non seulement une compétence technique, mais aussi des ressources financières pour établir son propre atelier, acheter ou construire un four. La majorité des compagnons travaillaient pour des salaires journaliers. Ces salaires étaient meilleurs que la simple subsistance de l'apprenti, mais la précarité demeurait. Un compagnon pouvait être congédié à tout moment. L'anxiété économique était constante. Un détail intéressant. Les sources confirment la présence d'apprenties femmes dans la profession boulangère. C'était inhabituel pour l'époque. La présence de femmes démontre à quel point la profession était exigeante en main-d'œuvre. On avait besoin de tous les travailleurs disponibles. Les femmes affrontaient les mêmes conditions brutales que les hommes. Les guildes remplissaient des fonctions doubles, protection et contrôle. Du côté protecteur, elles réglementaient les pratiques commerciales, établissaient des normes de qualité, défendaient les intérêts des boulangers. Elles soutenaient les membres tombés malades, aidaient les familles des boulangers décédés. Ce filet de sécurité sociale, bien que modeste, représentait quelque chose d'important. Mais du côté restrictif, les guildes empêchaient les boulangers de fixer leur propre prix. La guilde était une épée à double tranchant. Elle protégeait, mais elle emprisonnait aussi. L'organisation précoce des guildes témoigne de l'importance du métier. À Londres, la fraternité émergea dès 1155, ce qui en fait l'une des toutes premières guildes organisées. La Worshipful Company of Bakers reçut des chartes royales en 1486, 1569 et 1686. Cette longévité institutionnelle signifiait un pouvoir institutionnel. Durant l'hiver, les obligations de guilde ne diminuaient pas. Les mêmes responsabilités s'appliquaient quelle que soit la saison. Les mêmes cotisations devaient être payées. Les mêmes normes devaient être respectées, bien que l'hiver les rendît plus difficiles à atteindre. Tout cela s'ajoutait au fardeau déjà écrasant. Aucune flexibilité n'existait. Le paradoxe de l'appartenance à une guilde était le suivant.
on ne pouvait exercer sans être membre. Mais l'adhésion signifiait se soumettre à un contrôle strict. La protection offerte était réelle. Le soutien en cas de maladie pouvait faire la différence entre survie et catastrophe. Mais on était aussi piégé dans un système de réglementation multiple. Il n'existait aucune alternative. Soit on rejoignait la guilde et on endurait ses contraintes, soit on choisissait un tout autre métier. Pour ceux qui avaient investi des années d'apprentissage, le choix n'en était pas vraiment un. Ils restaient et ils enduraient. Malgré toutes ces épreuves, les boulangers persévéraient, hiver après hiver. Rassemblons maintenant tous ces fils pour comprendre pleinement ce que signifiait une nuit d'hiver typique dans une boulangerie médiévale. Imaginons un boulanger spécifique. Il s'agit d'un jeune homme, âgé de 16 ou 17 ans, apprenti ou jeune compagnon. Situons cette nuit précisément. Nous sommes en plein hiver, janvier des années 1350, en Angleterre ou en France. Le petit âge glaciaire s'est installé. La peste noire a ravagé l'Europe quelques années auparavant, créant une pénurie de main-d'œuvre qui rend chaque travailleur restant encore plus indispensable, encore plus exploité. Suivons-le à travers une nuit typique. 3 heures du matin. L'obscurité est totale, épaisse, presque palpable. Notre jeune boulanger s'éveille, ou plutôt, il n'a jamais vraiment dormi. Son sommeil dans la boulangerie était fragmenté, interrompu par le froid qui s'infiltre dès que le four refroidit, puis par la nécessité de rallumer le feu avant l'aube. Il fait un froid glacial partout, sauf près du four qui conserve encore un peu de chaleur. Son souffle forme de petits nuages de vapeur. Les fenêtres sont couvertes de givre à l'intérieur. Il doit d'abord aller chercher du bois dans le stockage extérieur. Il pousse la porte et le froid de la nuit hivernale le frappe comme un coup de poing. Le choc est violent. Il charge le bois, ses doigts s'engourdissant rapidement. Il retourne à l'intérieur et ferme la porte pour préserver la précieuse chaleur. 4 heures du matin. Il commence à construire le feu dans le four. Chaque morceau de bois compte. Le combustible coûte cher. Il doit attendre que le four atteigne la température requise. Pendant ce temps, il commence à mélanger la première fournée de pâte. Verser la farine soulève des nuages de poussière qui flottent dans l'air confiné. Il tousse, cette toux chronique que tous les boulangers développent. Ses mains sont gercées par le froid, par l'eau, par la manipulation constante de la farine. Il commence à pétrir, et déjà ses bras font mal. Il pétrira pendant 20 minutes au moins, frappant parfois la pâte vigoureusement comme le prescrivent les recettes. La sueur commence à perler malgré le froid, car le pétrissage est un travail intense. 5 heures du matin. Le four atteint enfin la température appropriée. Les parois internes luisent d'une couleur blanc-orangé. Il ouvre la porte du four et une vague de chaleur déferle sur lui. Un côté de son corps commence immédiatement à rôtir. La chaleur est presque insupportable à cette distance. De l'autre côté, il sent encore les courants d'air froid. Son corps ne sait plus quelle température il est censé avoir. La sueur ruisselle maintenant abondamment malgré l'hiver. Il doit maintenir cette position inconfortable pendant des heures, chargeant les pains avec sa longue pelle. La technique est cruciale. Un seul faux mouvement et le pain tombe mal, cuit de manière inégale, ne respecte pas le poids réglementaire. Une erreur signifie une punition. L'épuisement s'installe déjà, mais il reste des heures de travail devant lui. 6 heures du matin. L'aube devrait pointer, mais en plein hiver, elle tarde. Il travaille toujours à la lumière dansante du feu. Les ombres bougent, créent des illusions. Ses yeux sont fatigués. La pâte se comporte de manière capricieuse à cause des fluctuations de température. Il s'inquiète. Les pains auront-ils le bon poids?
L'anxiété monte en lui. Il se souvient du boulanger traîné dans les rues le mois dernier, le pain frauduleux autour du cou, la foule qui le huait. Cette image le hante. Il ne peut se permettre une erreur. Il doit continuer, rester concentré malgré l'épuisement, malgré la chaleur qui lui brûle un côté et le froid qui mord l'autre. 7 heures du matin. Enfin, une faible lueur grisâtre commence à filtrer. Le jour d'hiver arrive, tardif et peu enthousiaste. La lumière révèle la boulangerie dans toute sa réalité. La poussière de farine qui recouvre toutes les surfaces, qui flotte dans l'air, qui se dépose dans ses poumons à chaque inspiration. Les premiers clients vont bientôt arriver. Le pain doit être prêt. Il n'a pas le temps de se reposer. D'autres fournées doivent être préparées pour la journée qui commence. Son corps hurle pour du repos. Aucun n'est disponible. Ses muscles tremblent de fatigue. Sa gorge est sèche. Ses yeux brûlent. Mais il continue. 8 heures du matin. Les clients commencent à affluer. Nobles en voyant leurs serviteurs, gens du commun, tous viennent chercher leur pain quotidien. Il doit les servir avec courtoisie malgré son épuisement. Il doit maintenir une façade sociale, sourire, échanger des politesses, alors que chaque fibre de son être aspire au repos. Tout en servant, il continue la production. Le four rayonne toujours sa chaleur intense. Des heures de travail restent encore avant que cette journée ne se termine. Et demain, tout recommencera. Et après-demain. Et chaque jour suivant. Ce n'était pas une nuit exceptionnelle. C'était chaque nuit, tout au long de l'hiver. Ce n'était pas un hiver exceptionnel. C'était chaque hiver, année après année. Des années d'apprentissage vécues ainsi. Puis des années en tant que compagnon. Peut-être, éventuellement, en tant que maître, mais alors la responsabilité et l'anxiété se multipliaient. Il n'y avait aucune échappatoire, jusqu'à ce que le corps cède complètement, jusqu'à ce que les poumons ne puissent plus respirer, jusqu'à ce que les muscles refusent de bouger, jusqu'à ce que la mort ou l'incapacité totale mette fin au cycle. Chaque miche de pain représentait cette souffrance. Les gens médiévaux qui achetaient et consommaient leur pain quotidien pensaient rarement aux conditions dans lesquelles il avait été produit. Les gens modernes, nous, pensons aux boulangers médiévaux en termes romantiques, l'artisan traditionnel, le métier noble, la chaleur réconfortante du four. La réalité était tout autre. Un labeur brutal, des conditions dangereuses, une exploitation systématique. Le travailleur essentiel recevait juste assez pour survivre, jamais assez pour prospérer. Pourquoi l'hiver était-il le pire ? Synthétisons tous les facteurs explorés. Les extrêmes de température, chaleur et froid simultanément, mettant le corps sous un stress contradictoire permanent. L'obscurité étendue, davantage d'heures de travail dans des conditions dangereuses, avec une visibilité réduite. Les problèmes respiratoires aggravés, les espaces confinés pour conserver la chaleur concentrèrent la poussière de farine toxique. L'épuisement physique composé, le froid rendait tout plus difficile. Chaque mouvement demandait plus d'énergie. La privation de sommeil intensifiée, les nuits plus longues, mais la même demande de production, signifiaient encore moins de repos. Aucune pause saisonnière. La demande de pain restait constante, voire augmentait avec les besoins caloriques accrus. Les mêmes réglementations et punitions, aucune clémence n'était accordée. Les redevances féodales inchangées, l'exploitation continuait indépendamment de la saison. Les obligations de guilde maintenues, aucune flexibilité, aucune accommodation. Le poids psychologique était peut-être le plus lourd. Ce n'était pas seulement la souffrance physique, c'était le fardeau mental de savoir qu'il n'y avait aucune évasion possible, que cela continuerait jusqu'à la mort ou l'infirmité. C'était voir les boulangers plus âgés, brisés, couverts de cicatrices de brûlures,
luttant pour respirer à cause de leurs poumons endommagés, et savoir que c'était là son propre avenir. C'était l'absence totale d'espoir d'une vie différente. Le métier essentiel devenait un piège permanent. Cette réalité brutale persista pendant des siècles. Qu'est-ce qui a finalement changé? Et qu'est-ce qui, troublant de constater, demeure? Le système des monopoles féodaux sur les fours persista jusqu'à la Révolution française. L'ordonnance sur le pain et la bière, sous diverses formes, continua d'exercer son influence pendant des siècles. Le système des guildes se dissolut progressivement durant la période moderne précoce. Mais l'exploitation des boulangers ne disparut pas, elle se transforma simplement. La révolution industrielle apporta ses propres conditions d'exploitation. Examinons ce qui a changé et ce qui persiste. Les mélangeurs mécaniques, inventés au XVIIIe siècle, réduisirent le fardeau du pétrissage manuel, une amélioration considérable. Les fours devinrent progressivement plus efficaces et plus sûrs au XIXe et XXe siècle. Les réglementations du travail limitèrent les heures et établirent des normes de sécurité. Les systèmes de compensation offrirent une protection en cas de blessure. Voilà pour les progrès. Mais l'asthme du boulanger existe toujours. C'est encore aujourd'hui un problème significatif. Le stress thermique reste un enjeu majeur. Les horaires matinaux très précoces sont toujours requis. Le pain doit être frais pour le petit déjeuner. La technologie a amélioré certaines choses, mais les déséquilibres de pouvoir fondamentaux persistent sous de nouvelles formes. En regardant en arrière depuis notre perspective moderne, quelles leçons pouvons-nous tirer? Premièrement, la souffrance cachée derrière les services essentiels. Nous consommons des produits sans réfléchir au coût humain de leur production. Le pain médiéval s'apparente au bien bon marché moderne, la fast fashion, la nourriture à bas prix. Quelqu'un, quelque part, paie le prix physique. Deuxièmement, l'intersection de multiples oppressions. Les boulangers médiévaux étaient piégés non par un seul système, mais par la convergence des monopoles féodaux, des réglementations royales, du contrôle des guildes et des châtiments brutaux. L'équivalent moderne, de multiples systèmes qui piègent simultanément les travailleurs vulnérables. Troisièmement, les conditions environnementales importent énormément. L'hiver rendait tout pire, non pas seulement à cause du froid, mais à cause de l'interaction entre le froid et la chaleur du four. Aujourd'hui, le changement climatique affecte les conditions de travail de manière similaire. Quatrièmement, la privation de sommeil et la santé des travailleurs sont encore sous-évaluées. Les autorités médiévales ne se souciaient pas de la santé des boulangers. Aujourd'hui, nous sous-évaluons encore la santé des travailleurs dans les services essentiels. Cinquièmement, les réglementations peuvent protéger ou opprimer. L'ordonnance était censée garantir un pain équitable pour les consommateurs. Mais elle imposait un fardeau impossible aux boulangers. La leçon moderne, les réglementations doivent considérer toutes les parties prenantes. La protection des consommateurs, ET, la protection des travailleurs sont toutes deux nécessaires. Lorsque nous imaginons l'époque médiévale, nous avons tendance à romantiser. Nous pensons aux boulangeries confortables, aux métiers traditionnels, aux temps plus simples. La réalité, des conditions de travail brutales, une souffrance constante, aucune échappatoire. Ce schéma est vrai pour la plupart des métiers médiévaux. Le bon vieux temps n'était pas bon pour ceux qui accomplissaient le travail. La souffrance des boulangers est représentative de patterns plus larges. Le système féodal fonctionnait sur l'extraction et l'exploitation à tous les niveaux. Ceux qui fournissaient les services essentiels étaient piégés dans leur rôle. La mobilité sociale était largement un mythe. Votre naissance déterminait la trajectoire de votre vie. Lorsque nous achetons du pain aujourd'hui, pensons à ceux qui l'ont fait. Sont-ils payés équitablement? Travaillent-ils dans des conditions sûres? Les boulangers médiévaux n'avaient aucun choix. Nous en avons. Nos choix de consommateurs peuvent soutenir de meilleures conditions de travail
ou perpétuer l'exploitation sous de nouvelles formes. Derrière chaque produit simple se cache une expérience humaine complexe. Derrière chaque tradition se cache souvent une souffrance que nous avons oubliée. Le rôle de l'histoire est de se souvenir de ceux qui furent oubliés, de donner une voix à ceux qui ne pouvaient parler. Les boulangers médiévaux, essentiels, exploités, résilients. Le four de boulangerie en hiver symbolise un paradoxe, source de chaleur et de souffrance simultanément. Essentiel et dangereux à la fois. Le pain qui donne la vie, produit par un labeur qui prenait la vie. Voici l'histoire cachée derrière le pain quotidien. Voici pourquoi travailler près du four en hiver était bien pire que nous ne le pensons. Merci de m'avoir accompagné dans cette exploration de la vie médiévale. Si cette plongée dans les réalités cachées du Moyen Âge a transformé votre regard sur cette période, je serais honoré si vous pouviez partager cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner pour d'autres enquêtes approfondies sur les histoires oubliées. La prochaine fois que vous mangerez du pain, peut-être vous souviendrez-vous de ceux qui ont souffert pour perfectionner ce métier au fil des siècles. Leur histoire mérite d'être racontée, leur labeur mérite d'être reconnu.